il faut vraiment qu'on montre l'exemple, quoi. Et je trouve ça redoutable qu'on s'attaque à nos députés, à nous, parce qu'elles sont des femmes. Et donc il faudrait qu'on montre l'exemple là-dessus. La deuxième chose, on n'a pas prononcé le mot de charge mentale. C'est très important, je crois, pour les femmes en politique. Et depuis très longtemps, il y a cette charge qui pèse sur et qui les empêche elles-mêmes de. C'est-à-dire, il y a l'extérieur qui les empêche, qui les contraint, mais il y a aussi cette charge qui pèse. Et puis, un petit rebond sur la libération de la parole. Alors, tout à l'heure, tu parlais des féministes de mai 68. Je suis retombé sur une camarade comme ça qui nous a sorti des vieilles parutions, Le Torchon brûle, Les Pétroleuses. Alors, c'est génial parce que c'est très graphique. Maintenant, on est dans le numérique, on est machin, mais là, il y a des super beaux dessins. Mais c'est surtout quand on lit, c'est totalement d'actualité. Est-ce qu'on a vraiment évolué? J'ai pas l'impression, quoi. Je veux dire, on a gagné sur quelques trucs, mais sur la libération de la parole, parce que finalement, c'est aussi une façon. Moi, je suis très très content du mouvement MeToo. Il faut vraiment qu'on continue, mais je m'inquiète parce que en face, il y a aussi une libération de la parole. Il y a une violence, donc c'est pour ça que ça revient sur la violence qu'on a. Mais c'est juste pas possible. Je ne vais pas foutre ma merde sur Orelsan qui est encensé aux Victoires de la musique et qui a écrit des textes que jamais dans l'histoire on a pu. Je sais pas, je connais pas, je suis pas historien. Mais est-ce qu'on a déjà écrit des chansons aussi violentes sur les femmes? J'en sais rien. En tout cas, avec ces mots, avec cette injure, sur les réseaux sociaux, on est d'une. Mais c'est juste. Il y a une libération générale de la parole. Alors on se réjouit que on parle un petit peu, que les femmes se mettent de parler de. Mais en face, putain de bordel. Et puis je rebondis juste sur ce que tu disais sur la lutte contre le. Pourquoi il ne faut pas lâcher? Parce que la lutte contre, par exemple, l'avortement ou les choses comme ça, c'est qu'en face, eux, ils lâchent toujours pas, en tout cas, par contre. Donc, il ne faut pas être prendre comme un acquis. Donc voilà, charge mentale, je sais pas, il n'y a pas vraiment de question, mais c'était. Comme je suis un homme, je suis content d'avoir pris la parole. Je donne la parole à qui? Oui, le féminisme ne devrait pas supprimer la féminité. La féminité, elle existe aussi bien chez les filles que chez les garçons. Et donc, il faudrait avoir un féminisme qui prend en ligne de compte la féminité, mais de la société en général, c'est... non, mais c'est une petite fille, un petit garçon. Bon, et à tous les âges, c'est une sensibilité quand même naturelle, et pas seulement pour les femmes. Et donc, la féminité, ça existe. Il ne faut pas transformer les femmes en... Comment? Bah, oui, voilà. La sensibilité, être sensible, n'est pas le propre. Non, mais parce que propre des femmes. Oui, mais on dit d'un accent qu'il est parfois un peu efféminé. Bon, oui, mais justement, mais comme on dit oui. une fille qu'elle est garçon manqué. Mais c'est pas forcément péjoratif. Peut-être pour ça dépend. Non, il y a des artistes. Non, mais je peux vous dire qu'aller dans une classe quand les garçons et les filles s'insultent, en général, par exemple, on va dire. Moi, j'avais un Antoine. Une fois, il y a une fille, elle lui dit Antoinette. Elle l'avait appelée Antoinette. Oui. Donc, il a fallu expliquer qu'elle. Voilà, elle utilisait un mot de fille, Oui. une qualification féminine pour le dévaloriser. Oui. Mais par exemple, mais je suis pour oui. que nous cultivions de notre Oui. côté. Les hommes cultivent leur côté féminin. Non, mais les animaux, un chat. Moi, dans mon histoire, il y a eu beaucoup de chats dans la famille. Eh bien, les chats étaient très, très spéciales, très gentilles, très féminines, enfin, maternelles. Mais il y a quelque chose de. Bon, je pense que. Non, mais je comprends. Merci. J'ai le droit à accorder 2 dernières questions et après il faudra qu'on... Alors on va faire des questions paritaires et après on sera obligé de rendre la salle. Donc voilà. Oh, oui, non, mais comme on a parlé d'intersectionnalité, de convergence, donc je vais faire le topo en tant que responsable du livret droit nouveau LGBTI sur les convergences, mais y compris de la perspective historique, parce qu'évidemment
ce qu'on n'appelait pas encore LGBT, mouvement homosexuel dans les années 70, vient aussi du mouvement féministe, enfin y compris des féministes du MLF. Les chronologies sont vraiment très très proches, 71 et tout. Là aussi, il y a Libération. Mais ce qui m'intéresse aussi de voir à quel point justement c'est toujours lié, parce qu'on a vu le climat un peu de durcissement à la Libération. C'était pareil sur la répression de l'homosexualité. Les lois qui n'existaient plus depuis la Révolution française, introduites par Vichy, ont été durcies à la Libération, un peu dans cette ambiance, on va dire, de France virile, où Sabot était l'occupant dans le Troisième Reich, c'était encore plus dur, y compris en Alsace-Moselle. Mais ça a beau être des lois de Vichy, tout d'un coup, l'homosexuel, c'était le collaborateur dans l'idéologie de l'après-guerre, un peu. Donc de cette là, ça a plutôt été durci, et donc ça a suivi ce même parcours. Ce qui m'amène à arriver maintenant, donc c'est qu'à l'heure que finalement il y a quand même un mouvement LGBT, LGBTI, y compris dans sa diversité, mais qui finalement semble assez bien construit, qui certes c'est toujours jamais vraiment le moment, mais qui réussit toujours à faire passer une mesure par quinquennat, parce qu'il faut bien donner le change. Finalement, il semble quelque part aujourd'hui plus construit que le mouvement féministe, et c'est aussi un petit peu la question. Et non, mais c'est peut-être ça. J'aimerais bien savoir. Aujourd'hui, on a posé la question quel est le programme de la France insoumise, et on en voit toute la cohérence. Mais j'aimerais savoir où est le mouvement social féministe. On est le 6 et après-demain, quoi. Je veux dire, c'est le. Moi, ma question s'adresse à Daniel Obono sur votre expérience à l'Assemblée. Et je me demandais si, sur les questions comme ça des droits de la femme, à la France insoumise, il vous était arrivé d'avoir l'impression de transcender l'esprit de parti et de remporter l'adhésion ailleurs, précisément parce que à un moment, vous avez dit on peut considérer ça comme un peu une question infrapolitique. Et est-ce que c'est pas sur ce genre de thème-là qu'on peut réussir à parler? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir cette impression-là, d'avoir parlé à des députés qui ne faisaient pas partie de la France insoumise? Alors pour répondre rapidement, moi ça a été plus une frustration parce qu'au début du mandat, justement, le fait que l'Assemblée ait été beaucoup renouvelée et qu'il y a effectivement beaucoup significativement plus de femmes qu'avant, a été beaucoup célébré et présenté comme une avancée. Et c'est vrai que ça change, je pense, en partie l'atmosphère et voilà, l'état d'esprit. Et les collègues qui sont encore députés et qui étaient là dans les précédents mandats disent que c'est vrai que ça ressemble pas à l'Assemblée habituelle. Mais très vite, je pense que les contradictions sont apparues, notamment sur le fait que les promesses sur le fait que les positions du coup de responsabilité seraient aussi à l'image de ce renouvellement, ça n'a pas été le cas puisqu'on a toujours un président de l'Assemblée nationale. Alors je vous informe que cette semaine, exceptionnellement, parce que c'est la semaine du 8 mars, ce sera une présidente qui a voilà, voilà. Non, mais ça a été vraiment présenté comme ça, c'est-à-dire comme c'est génial, c'est la semaine du 8 mars, donc exceptionnellement, ce sera une des vice-présidentes, parce qu'il y a des vice-présidentes, qui sera à la tribune pendant les questions au gouvernement. Et ça, c'est censé être l'expression de l'avancée. Mais plus fondamentalement, on a quand même assisté à la fois au fait qu'il y avait un accord transpartisan pour saluer, par exemple, la libération de la parole des femmes, et voilà, et je pense qu'il était sincère de la part d'une majorité de députés, quelle que soit l'étiquette politique. Et en même temps, on a un refus, par exemple, systématique au niveau de l'institution et au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale de mettre en place des mesures contre la question du harcèlement à l'Assemblée dans l'institution. Sans parler du fait que déjà, depuis des années, il y a, par exemple, des collaboratrices parlementaires qui font un travail de témoignage sur... on va beaucoup parler du harcèlement de rue dans quelques semaines, ce qui est important, mais je vous assure que ce qu'entend
entendent ce que subissent notamment les collaboratrices parlementaires qui sont dans une situation de dépendance extrêmement forte par rapport aux députés et de la part de l'institution et de la part des députés. Et voilà, c'est du niveau, voilà, du caniveau, quoi. Et ça a été dénoncé depuis des années, notamment suite à l'affaire Baupin. Et il y a une résistance, mais réelle, de l'institution et des membres de cette institution pour faire quoi que ce soit en la matière. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc dans les faits, on célèbre et on va à la tribune dire c'est pas bien le harcèlement de rue, etc., que tout le monde va être d'accord, mais dans l'institution qui est censée être exemplaire et représentative, il n'y a rien, voire le contraire, c'est-à-dire on s'y oppose et voilà, on se retrouve aussi donc cette même majorité qui quelques semaines auparavant applaudit Marlène Schiappa avec raison quand par exemple elle s'oppose aux tentatives réactionnaires de remettre en cause l'avortement, etc. Là c'est transpartisan. Ben, cette même majorité ne trouve rien de mieux que d'applaudir effectivement Gérald Darmanin qui est qui était à ce moment-là accusé notamment de viol, qui fait l'objet encore de procédures judiciaires sur abus de faiblesse. Donc voilà, on voit que là on a un discours où je pense que sincèrement on peut avoir des discussions avec des députés de la majorité et d'autres partis et se retrouver sur voilà une certaine vision, et je pense que ça change un peu l'état d'esprit, mais dans la réalité c'est d'autant plus frustrant quand on voit non seulement le manque de volonté pour inscrire ça de manière concrète, mais voilà des situations, c'est quand même une violence symbolique très forte de se retrouver avec une assemblée debout qui applaudit Gérald Darmanin. Et je pense que voilà, c'est ça un peu les frustrations à ce niveau-là. Et puis un budget du secrétariat qui aurait dû être un ministère, mais qui n'est qu'un secrétariat, qui est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait, et dans le concret, encore une fois, voilà, c'est en décalage. Donc c'est un peu ça ce à quoi on est confronté. Et voilà pourquoi les mobilisations du 8 mars et les quotidiennes, mais marquer le coup du 8 mars pour dire on n'est quand même pas dupe d'un discours qui se veut progressiste, mais d'une réalité qui l'est tout autre et qui donne plutôt, à mon sens, des gages à la droite pour des raisons politiciennes que concrètement faire avancer l'égalité des droits. C'est ce que j'ai appelé le féminisme washing, après le greenwashing. Mais non, mais tu as raison. Le mouvement féministe, pourquoi on n'est pas aussi opérationnel que le mouvement LGBT ? On est beaucoup plus, mais c'est plus insidieux. On est partout. C'est lié à notre histoire, je pense. Il faut le dire aussi, on a perdu... Ces dernières années, on a perdu plusieurs grandes figures du mouvement féministe lutte de classe. Voilà. Il y a une femme à qui on doit beaucoup, il y a sa rue pas loin, qui s'appelle Maya Surdut, qui est décédée. Vous la cherchez sur Internet, Wikipédia, vous ne trouvez rien. Elle n'a jamais voulu... Non mais c'est vrai, hein, elle est incroyable. Il y a pas mal comme ça de féministes et des féministes. Les féministes lutte de classe, c'est pas les féministes qu'on voit. Là, par exemple, la Fondation des femmes. Moi, j'ai été auditionnée pendant la campagne présidentielle par la Fondation des femmes, qui fait tout son truc médiatique autour des. C'était extrêmement particulier, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir en termes de débat. C'est ces fondations, c'est ces trucs qui se donnent bonne conscience. Mais je veux dire, les féministes lutte de classe, c'est des féministes que on voit pas, qui sont à la CGT, qui sont à Solidaire, qui sont dans les organisations politiques, et qui mènent souvent des doubles batailles, en fait. C'est-à-dire que c'est un choix qu'on a fait, en tout cas en tant que féministe lutte de classe, c'est d'être à la fois dans des organisations mixtes et qui ne sont pas féministes, et dans des et se retrouver dans des commissions féminisme ou dans des regroupements de féministes. Mais on double la charge de travail. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait que... Et puis, il y a un backlash, quoi. Il y a un retour, il y a, tu l'as dit, la libération de la parole. Les masculinistes, le mouvement masculiniste, ce n'est pas rien. Les débats qu'il y a eu et qu'il va y avoir encore sur la question de la garde des enfants, la garde partagée.
Voilà, il y a plein de choses. Et ce que je disais, Marlène Schiappa, le premier truc féministe qu'elle a fait, c'était une organisation d'hommes on se retrouve quand même face à des régressions partout en Europe. Je veux dire, le discours de Marine Le Pen avec son salaire parental. Il y a toute une tendance qui fait qu'on on est en reflux. Et j'ai envie de dire, en plus, certaines, en tout cas dans le mouvement féministe, celles qu'on voit le plus, c'est celles qui vont apparaître sur des petites questions, pas des petites questions, des questions, mais qui ne prennent pas la globalité de la lutte, qui n'intègrent pas la globalité de la lutte, il me semble, tu vois, qui ne font pas le lien avec les femmes précaires, et ça c'est plus dur, quoi, c'est plus dur. Mais je suis pas inquiète. La France insoumise va devenir un grand mouvement féministe. Daniel, dis quelque chose. Oui, je serais moins pessimiste. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, il y a des réactions, il y a des résistances. Je ne sais pas si on en est à un backlash. Que la parole sexiste se libère, je crois qu'elle était bien présente avant, elle s'exprime beaucoup. C'est-à-dire qu'elle circule peut-être davantage. Mais je crois néanmoins que les tenants du patriarcat, de la domination masculine, ou de ce qu'est la virilité, se sentent menacés, en danger. Quand il y a eu la manif pour tous, il y a eu une réaction très violente, effectivement. Mais parce que je pense qu'il y a des gens qui avaient vraiment le sentiment qu'on touchait finalement à ce qui est le cœur de la domination masculine. C'est-à-dire que les mecs, ça doit être des vrais mecs. Et qu'il est hors de question de leur mettre un vêtement rose, de leur faire jouer à la poupée, etc. Et je pense que là, il y a des vrais réactionnaires qui veulent à aucun prix qu'on touche. Et que c'était plus le signe d'une réaction face à quelque chose qui quand même change. C'est pour ça que moi je serais plutôt optimiste, mais c'est peut-être mon tempérament habituel, que vraiment un retour. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, penser que tout va bien et que tout progresse. Mais néanmoins, sur une série de droits en termes d'égalité et de présence, je pense que les choses vont quand même plutôt dans le bon sens. Alors c'est vrai que en Pologne, la menace, c'est plus qu'une menace d'ailleurs, le retour sur le droit à l'avortement est épouvantable, que rien n'est acquis en France et qu'il y a des endroits où il est difficile de pouvoir avorter. Tout ça est vrai. Ça veut dire que le combat, c'est un lieu commun de dire, le combat continue évidemment, mais sur ces questions-là. Mais néanmoins, je ne pense pas qu'on est sur une défensive. Mais là, je sors un peu de mon rôle, c'est qu'une analyse d'historien, je ne suis pas représentant de la France insoumise. Mais bon, une note positive quand même. Non, mais pour rebondir sur la fin de ce que tu disais, je suis plutôt d'accord. Moi, je trouve plutôt, balance ton port, MeToo, ce qui avance par ailleurs dans d'autres pays comme aux États-Unis, moi, ça m'a plutôt redonné confiance. Par contre, je pense qu'il faut s'assurer que ça continue, parce que c'est pas la France insoumise qui va le faire spontanément. C'est ce qu'on disait au début, et c'est parce qu'on est aussi bousculé, dans le bon sens du terme, par ces mouvements-là, qu'on réfléchit, par exemple au sein du mouvement, comment on met en place des cellules aussi d'écoute pour prévenir le harcèlement, etc. Donc c'est l'existence des mouvements qui fait que les choses avancent. Et moi je pense que cette dimension-là, y compris dans les organisations, les mouvements qui en théorie sont féministes mais le sont souvent beaucoup moins en pratique, c'est l'existence même dispersée. C'est vrai qu'on a un mouvement qui va être sur telle question harcèlement de rue, telle question représentation dans les médias, et du coup il y a un côté un peu dispersé, mais c'est l'existence de ces mouvements-là, le fait d'utiliser aussi les réseaux sociaux pour mettre la lumière sur ce qui se passe, etc., qui crée les conditions, à mon avis, pour qu'on transforme en actes concrets, en batailles concrètes dans les organisations ce qu'on défend dans les mouvements. Et je pense que, moi je trouve que c'est plutôt effectivement une dynamique sur laquelle il faut s'appuyer, qui existe aujourd'hui, qui a remis des débats sur le devant de la table, qui met aussi en porte-à-faux le gouvernement face à ces contradictions, et qu'il faut appuyer là-dessus de toutes nos forces, en faisant en sorte qu'il y ait un mouvement féministe, y compris autonome, parce que c'est ça qui permet d'aller plus loin que souvent on peut le faire dans les cadres politiques. Merci beaucoup à tout le monde. 3 infos avant de conclure. Alors d'abord, l'horaire de la manifestation du 8 mars. Donc le rendez-vous est à 15h40, place de la République. Et puis départ de la manif à 17h. 15h40 parce que c'est l'heure à laquelle... C'est l'heure à laquelle on est... En fait, on est en grève à partir de 15h40 puisqu'on n'est plus payé. Vous savez, comme on est moins payé, en fait...
Alors, il y avait cette journée qui était en novembre, hein, si je ne m'abuse. C'est-à-dire qu'à partir du mois de novembre jusqu'à la fin décembre, c'est ce que nous ne touchons pas. Puis donc, il faudrait qu'on ne travaille plus, puisque nous ne touchons pas l'égalité des salaires. Et donc, après-demain, donc c'est 15h40, le rendez-vous place de la République, avec prise de parole. Et c'est 17h, le départ de la manif, direction Opéra. Ouais, c'est ça. Il y a un préavis. Il y a un préavis. Il y a des préavis de grève, ouais. Dans l'idée, c'est de faire grève, mais c'est pas forcément possible partout. Donc ça peut être aussi se faire une pause et discuter de nos droits avec les copines, avec les collègues, etc. Ça peut être toute forme et utile, mais l'idée, c'est la grève. Donc normalement, il y a des appels à la grève. Alors après, ça dépend des secteurs, je pense, et des boîtes. Donc il faut quand même vérifier ça. Oui, faire attention. Deuxième chose, on se retrouve pour les mardis de l'insoumission le 17 avril autour de la thématique colonisés et immigrés des luttes autonomes. Interviendront donc Raphaël Branche, l'historienne, Éric Coquerel du groupe de la France Insoumise et Mohamed Kaki, ancien candidat France Insoumise à Nanterre. Voilà. Et troisième et dernière information, il y a une petite caisse à la sortie. Comme à la messe, si vous voulez aider à contribuer à la location de cette salle, vous êtes les bienvenus. Merci à toutes et à tous.